On entend parfois que les gens disent ça, ou enfin, on entend ça. Il y a juste à Montréal où les médias sportifs s'attardent autant sur le 4e trio du Canadien. Vous avez déjà entendu ça? Oui, absolument. Moi, je pense que c'est pas vrai. Là. Je suis convaincu qu'ils font pareil à Edmonton ou à Toronto, assurément. Corrigez-moi si... réagissez si vous n'êtes pas d'accord. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais il y a peut-être juste à Montréal où le chroniqueur environnement de la presse échange des textos avec le ministre de l'Environnement en faisant des analogies entre le plan climat du Québec et la léthargie de Josh Anderson. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans la presse cette semaine. Philippe Mercure qui a écrit un texte où il comparait le plan climat du Québec à la léthargie de Anderson. Puis quelques jours plus tard, quand Josh en a mis quelques-uns dedans, le ministre Benoît Charette le texte pour y dire « Hey, tu vois, là, c'est comme notre plan, là, ça... Un jour, on va se carrer. C'est ça. Ça bouge. » Ça décolle. Je paraphrase pas tant là, que c'est à peine si je rapporte ce qui a été dit. C'est comme notre plan. On avait bien des occasions de faire quelque chose, puis ça a pris beaucoup de temps avant qu'il se passe quoi que ce soit. Alors ça, je suis pas sûr qu'à Edmonton, il y a des échanges comme ceux-là, mais je trouvais que ça illustrait bien... Il y a des chances qu'ils soient moins climato-anxieux à Edmonton aussi. Là. Il y a ça aussi. Non, mais là, il y a cet exemple-là, mais... Ça, c'est des préjugés. C'est des généralités. C'est des généralités. Voilà. Et on en profite pour s'excuser à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices de la région d'Edmonton. Sinon, ça va? Vous autres, je suis toujours... bon, je vais mieux. Personne ne s'inquiète de ma santé. C'est pas grave. Non. On t'a texté toute la semaine. Oui, toute la semaine. D'ailleurs, c'est ça. C'était beaucoup de gestion de vous répondre. Mais je vais bien, je vais très bien, mais je m'isole quand même par excès par zèle, parce que je teste négatif, puis j'ai la grande forme. Mais je voudrais certainement pas échapper, ne serait-ce qu'une petite chance de bousiller votre Noël. Vous méritez mieux. T'es bien fin. C'est beaucoup de délicatesse de ta part. Merci. Aujourd'hui, entre résilience et manque de ressources, reconstruit égal, et ces équipes qui devraient être bonnes, mais qui ne le sont pas, c'est tellement hockey, épisode 283. Avec vos deux journalistes affectés aux affaires du Canadien et de la LNH, j'ai nommé Marc-Antoine Godin et Alexandre Gascon. Messieurs, bonjour. 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 Je m'appelle Alexandre Coupal. Oui, non, je pense que Monty a fait des gros saves quand on avait besoin de lui. C'est une équipe qui joue extrêmement bien ces temps-ci. Je pense que je suis quand même satisfait de l'effort qu'on a donné. Je pense que les gars ont tout donné en deuxième, troisième, essayer de remonter dans le match. Puis quand c'est en overtime, je pense que c'est tout le temps un peu un coin toss. C'est qui va faire une erreur en premier, qui va réussir un jeu. Je pense que c'est une super passe qui a été faite. Puis je pense que c'est un excellent joueur qui l'a fait. Fait que, dans le fond, on peut pas tout arrêter. Je pense que quand les gars sont aussi bons que ça, c'est sûr qu'ils vont trouver le moyen de créer des chances de marquer, puis c'est eux autres qui ont eu le dessus ce soir. David Savard, après cette défaite en prolongation entre le Canadien et le Wild du Minnesota, c'était le match de jeudi soir cette semaine. Écoutez, bon, j'en ai parlé abondamment au cours des dernières semaines. J'exprimais de la lassitude. Il a été question de regarder le gazon pousser quand je regardais ce qui se passait avec cette équipe-là, comprendre par là que je trouvais ça ennuyant un peu et qu'il ne se passait pas grand-chose. Il faut que j'admette que je ne sais pas si ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est l'esprit du temps des fêtes, mais il y avait plein enfin, il y avait certainement beaucoup de négatifs dans le match d'hier, mais j'ai l'impression de regarder une équipe de hockey qui veut gagner des matchs, ou enfin qui veut compétitionner. Puis moi, c'est tout ce que je demande. Le gazon poussé vite, finalement. C'est ça que tu regardes. Ben, ouais, là, je ne sais pas si l'analogie du gazon tient encore, mais j'ai l'impression que d'assister à quelque chose de normal, c'est-à-dire, c'est une équipe qui est démunie, mais bon sang, qui joue pour autre chose que la croissance personnelle. Oui, ben, je pense que c'est le cas depuis le début de la saison. Honnêtement, on ne peut pas vraiment remettre en doute la résilience ou l'acharnement du Canadien. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui fait dire à Martin Saint-Louis à peu près après chaque défaite qu'on a joué un bon match, puis j'ai aimé tel segment, puis tel autre. Puis bon, on le comprend de se concentrer un peu plus sur le positif, mais
Peut-être aussi que le fait que 4 des 6 derniers matchs se sont joués en prolongation a pu titiller ton enthousiasme davantage. Ça aussi, c'est comme ça depuis le début de l'année. Ce sont des matchs extrêmement serrés. Le Canadien en a joué plein qui se sont soldés par par une différence d'un but seulement. Et d'ailleurs, s'est trouvé de façon plutôt favorable du bon côté de la chose. Là, je pense que sa fiche est de 10, 4 et 5, incluant le match d'hier pour ce qui est des rencontres qui sont décidées par un but seulement. Ce qui fausse d'ailleurs un peu les données par rapport à son classement actuel, parce que généralement, ça finit par se corriger, surtout quand on n'est pas une équipe dominante, mais il y a vraiment une bonne fiche avec les matchs à un but. Puis ça fait en sorte que présentement, honnêtement, c'est du hockey plus intéressant, mais quand tu dis on fait avec les moyens du bord, c'est un peu ça. Tu sais, hier, Nick Suzuki a connu un excellent match. Son trio, en général, aussi, là, je dirais peut-être Caulfield a été le moins visible des trois. Ouais. Mais en général, ça a été une belle prestation, surtout qu'ils étaient opposés quand même à un trio pas piqué des verres de l'autre côté. Et à 2 bons défenseurs également, là, dont Brock Faber, qui est un jeune surdoué, épatant. Il est pas pire. Ouais. Et puis, s'en sont très, très bien tirés. Après ça, honnêtement, c'est le désert. Là. C'était la catastrophe hier. Puis, c'est un peu ce qu'on a vu. Là. Martin Saint-Louis n'était pas en mesure de faire jouer son 4e trio du tout. Ça fait 2 matchs, d'ailleurs, qui jouent environ 5-6 minutes par rencontre. Évidemment, ça surtaxe les autres. J'ai hâte de voir dans quel état Suzuki va être aujourd'hui à Chicago après avoir joué 24 minutes hier. Et puis, il n'y a aucune profondeur là, présentement. Le 2e trio qui avait mieux joué récemment, Evans, Monahan et Anderson, a été plutôt invisible hier. Et celui de Dvorak, on n'en parle même pas. Donc, il est complètement limité. Il n'y a pas d'option, Saint-Louis, présentement. Voilà. Bon, merci d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve la semaine prochaine. Non, même pas. Même pas. On se retrouve même pas la semaine prochaine. Oui, on a notre spécial de temps des fêtes la semaine prochaine. Mais c'est ça, mais j'imagine que sur un des 8 sujets que vient d'aborder Alexandre, il y en a un sur lequel tu voulais me relancer. Une critique. T'aurais pu saisir la balle au bon, là. Oui, c'est ça. Je te laisserai. Oui, tiens, vas-y. Écoute, on a beaucoup parlé du fait que le Canadien n'avait pas beaucoup de victoires en temps réglementaire cette saison. Il est encore dernier de la Ligue à ce niveau-là avec 6 seulement. Mais on peut aussi regarder les choses autrement puis se dire qu'il a été particulièrement compétitif dans la mesure où 41% des matchs du Canadien se sont rendus en supplémentaire cette année. 41%. Donc, ça veut dire que pour une équipe qui devait vivoter dans les bas-fonds encore cette année, ben ils donnent quand même... Ils vendent chèrement leur peau parce que presque un match sur 2 sera en prolongation. T'sais. Fait que ça me dit que sans être une équipe qui domine, pour reprendre ton idée de départ, ton impression de départ, Alexandre, c'est une équipe qui se bat. Effectivement. Et puis, quand on regarde un match comme celui d'hier face au Wild, ben, qui s'est distingué? Le premier trio, Caden Gooley, un petit peu Justin Barron, mais ça, Mike Matheson, c'est des gars c'est les gars vers lesquels on peut se tourner pour se dire dans 3 ans, dans 4 ans, quand l'équipe va être bonne, ils vont être encore là. C'est pas... Matheson à voir. Ouais. À voir, mais honnêtement, je pense que oui, parce que combien de jeunes défenseurs tu vas vouloir continuer d'aligner dans ta formation? Ils vont vouloir garder un vétéran. Puis, à mon sens, Mike Matheson, même si c'est un gars qui est en demande à travers la Ligue nationale, le Canadien va vouloir le garder dans son écurie pendant encore un bon moment. Je fais une parenthèse, là. J'ai absolument pas de circonstances. Là, on est très, très loin de la date limite des transactions, mais... Pourquoi tu me parles de Pâques, là? Vas-y. Oui, c'est ça. Parce que je suis mêlé dans mes fêtes chrétiennes. C'est drôle que tu dis ça parce que je pensais à ça cette semaine puis je me disais, il y a tellement de profondeur dans la défense du Canadien à gauche, contrairement au côté droit. Et bizarrement, on entend beaucoup le nom de David Savard, là, justement, en prévision de la prochaine date limite des transactions. Moi, j'aurais tendance peut-être, justement, s'il faut sacrifier un vétéran, j'aurais peut-être tendance à sacrifier Matheson. Surtout que, comme tu viens de l'évoquer, je pense que le retour serait encore plus intéressant. Oui, mais en même temps, il y a des questions contractuelles qui rentrent en ligne de compte. Matheson est un défenseur qui, compte tenu de son âge, de sa production, ben, tu regardes son contrat, là, il reste encore, après cette saison, 2 autres années à 4,875 000
4 875 000. Ouais. Voilà, je vais le dire comme il faut. Ce qui est quand même une aubaine. Alors, le Canadien, je pense, va vouloir tabler là-dessus. Tandis que Savard, lui, il reste une autre année à 3,5 millions. Et l'aide, c'est vrai qu'il y a beaucoup de profondeur du côté gauche, mais il y a quand même de l'aide qui s'en vient du côté droit. Lane Hudson, je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'il signe un contrat avec le Canadien à la fin de la saison. Et moi, je pense qu'il va jouer des matchs à Montréal avant la fin de l'année. David Rundbacker, il y a des chances qu'il vienne également. Logan Mailloux, ça va peut-être lui prendre une autre année encore à Laval. Sauf qu'à un moment donné, il va y avoir un rééquilibrage des forces. Alors, pour l'instant, on a l'impression que c'est très, très fort du côté gauche puis que c'est faible du côté droit. Mais à un moment donné, tu vas voir qu'il va y avoir un retour du balancier. Puis si tu regardes à plus longue échéance, Savard, qui a 33 ans, il va pouvoir aider une équipe. Je pense pas qu'il va se faire échanger ce printemps. Je crois que David Savard va finir la saison à Montréal puis que ce sera davantage, si le Canadien n'est pas dans le portrait des séries l'an prochain, il va être échangé en tant que joueur de location. Mais ni Savard ni Matheson, à mon sens, ne vont être échangés d'ici la fin de la saison. Juste là, attends un peu. Lane Hudson, il joue à gauche, non? Oui, c'est un gaucher. Ouais. OK. Juste pour être sûr. Alex, est-ce que tu veux réagir ou ça t'indiffère, tout ça? Non, ça ne m'indiffère pas. C'est intéressant. Mais je n'ai pas nécessairement grand-chose à ajouter là-dessus. Là. Ça prendrait toute une offre pour que David Savard quitte le Canadien dès cette saison. D'après moi, Kent Hughes est ouvert à tout, là, mais pour l'instant, ils en ont encore besoin. Mais puis Matheson, peut-être aussi que c'est le genre de joueur dont les atouts vont lui permettre de demeurer pertinent longtemps dans la Ligue nationale. Tu sais, quand son contrat va être terminé, il va avoir 32 ans environ. Avec son coup de patin et tout, peut-être qu'il va pouvoir demeurer offensif puis rendre service plus longtemps. Puis pour renchérir ce que tu disais, le Canadien pourrait peut-être vouloir conserver ses services à ce moment-là, mais ils ne peuvent pas vraiment se permettre de perdre grand monde. Puis il y a un dirigeant qui me disait récemment que pour l'instant, la valeur des défenseurs est à la baisse dans la Ligue nationale. Ce qui pourrait faire remonter tout ça, c'est probablement qu'il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui sont en liste cette année quand même. Là. Il n'y a aucune équipe extrêmement dominante. Quoique, on pourrait peut-être mettre les Bruins, Canucks, Golden Knights dans cette catégorie-là, mais il y en a beaucoup de bonnes et beaucoup qui sont en lice. Alors, on verra à ce moment-là, mais c'est comme tu dis, on en est très, très loin encore. Oui, et puis ça se voulait juste une parenthèse. J'ai saisi l'occasion puisque des gauchers qui se déplacent à droite, ça se fait aussi, là. Et Caden Goulet s'est bien débrouillé. Absolument. Jordan Harris avait de l'allure de ce côté-là aussi, la plupart du temps. Comment il va, Jordan? Je ne sais pas à quel point c'est sacro-saint pour Martin Saint-Louis d'avoir 3 gauchers, 3 droitiers, comme ça l'était pour Mike Babcock, mettons. Non, c'est ça. Ce serait préférable, mais quand je mentionnais Hudson, c'est que, à mon sens, je m'attends à ce que Goulet, à un moment donné, passe à droite pendant un certain temps, selon les besoins de la cause. Sauf que, comme je disais lors du balado précédent, il était déjà, on lui en demande déjà tellement que ce serait peut-être pas nécessaire à court terme d'opérer ça. Tu demandes comment va Jordan Harris. Ben écoute, là, il s'entraîne avec ses coéquipiers. Il devrait être sur le point d'effectuer un retour au jeu. Maintenant, est-ce que Martin Saint-Louis va être pressé de le faire? C'est une bonne question parce que c'est que d'un côté, je pense que dans une utilisation limitée, Jayden Struble a fait du bon travail, sauf que si le Canadien surtaxe son top 4 en défense, peut-être que d'avoir un joueur qui est capable de jouer 18-19 minutes va pouvoir l'aider. T'sais. Il joue, comme on disait il y a 3 jours, il joue 6 minutes de plus par match que Struble. Fait que ça a sa valeur, c'est sûr. Oui. Puis, un petit peu plus de profondeur en défense en ce moment avec l'émergence de Struble. Le problème, c'est à l'attaque là, avec les blessés. Saint-Louis a absolument rien. C'est un peu le constat qu'on posait hier, là. Il y a beaucoup d'indiscipline encore. Le désavantage numérique coule à pic depuis le début de la saison. Là. Ça ne fait que se dégrader à chaque mois depuis le début de l'année. Octobre, c'était ordinaire à 75 %. Novembre, c'était encore moins bon à 72 points quelques. Puis là, on est en bas de 70 depuis le début du mois de décembre. Et donc, c'est ça. Il y a des vétérans hier qui ont écopé de punitions discutables. Le croc en jambe de Gallagher, par exemple. Et puis, quand Anderson traversait une léthargie, à un moment donné, je pense que Martin McGuire lui avait posé la question à savoir est-ce que tu réfléchis peut-être à le laisser de côté. Mais c'est comme un luxe que ne peut pas se permettre Martin Saint-Louis. Là. Il ne peut pas brandir le bâton avec son équipe du tout parce qu'il
Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ouais. Ouais. Tu sais, quand tu fais même pas jouer ton 4e trio, comment croire que plus bas dans la hiérarchie, il y a des gens qui pourraient venir bousculer l'ordre établi, tu sais, et là, ce qui te permettrait d'agiter un peu cette menace-là de, bon, ben peut-être que tu serais dû pour aller réfléchir en haut un peu, puis prendre un peu de distance, regarder le jeu avec recul. Il peut pas faire ça du tout, donc il a complètement les mains liées là, par rapport à sa formation, à Oui, c'est l'attaque ça. surtout. Effectivement, parce qu'en défense, tu sais, avec le retour de Harris, il y a des questions qui vont se poser. Il y a Arbor Jackay qui est toujours avec le Rocket de Laval. Fait que tu peux peser Plus de sur jus. certains boutons, Ben ouais. puis tu sais, mettre de la pression, puis créer une forme d'imputabilité. Mais en attaque, là, tout le monde est protégé. Il n'y a tellement aucune ressource. C'est mince. Puis le Canadien joue à 3 trios. C'est ça. Tu sais, les gars sont à... Le 4e trio, t'as quoi? 5-6 minutes par match? C'est assez Ça fait ridicule, 2 là. matchs qu'il joue 6 C'est Oulonen, 6 minutes. Heinemann n'a pas franchi les 6 minutes non plus. Tu sais, le seul gars sur lequel on peut se pencher puis se dire il y a peut-être quelque chose qui peut être fait de ce côté-là, c'est qu'Armia joue sur le 3e trio. Fait que tu peux décider de lui en ôter puis dire on va mettre Oulonen ou Heinemann sur le 3e trio au lieu du 4e. Méchante Mais tape c'est sur tout. les doigts. Oui, là. c'est ça. Ouais. Fait que je trouve qu'on arrive très rapidement aux limites de la profondeur du Canadien. C'est pas seulement le résultat A de la force de l'équipe et B du nombre de blessures, mais c'est aussi le résultat du fait que le Rocket de Laval est une très, très jeune équipe. Fait que t'as pas non plus énormément de joueurs que tu peux rappeler du Rocket en disant, tu sais, c'est pas... Il y a Brendan Gignac, mettons, là, qui Mais non, pourrait... mais même pas parce qu'il est sur un contrat de la Ligue Oui, c'est américaine. vrai. Faudrait que tu fasses. En fait, le seul, je pense, ce signer un serait... je pense que Simoneau, lui, il est sur un contrat... il a son contrat de la Ligue nationale. C'est le seul que je vois, là. Alors, c'est extrêmement mince. Ça, Sean ça Farrell rappellera est toujours pas blessé. Je pense pas que Joshua Roy, on va le voir de sitôt. Ni Parce... Riley Kidney. Non. Non. Alors, tu sais, il n'y a pas... Ça devient un gros, gros problème pour Martin Saint-Louis parce que tu veux te montrer ferme, mais en même temps, tu n'as pas les outils pour que les actions suivent les paroles. Ouais, c'est ça. Pour les forcer à se responsabiliser un peu. Ouais, non, il y a beaucoup d'unités spéciales à ce soir. Fait que c'était dur j'aurais aimé ça pouvoir rouler mes lignes plus. Les circonstances, il y en a des choses que s'il y avait, comme tu dis, il n'y avait pas beaucoup de rythme, mais j'ai aimé comment qu'on s'est comporté, puis on va amener ça dans la game de demain. Martin Saint-Louis, qui, justement, comme parlait de... Est-ce que, il me semble que le Canadien était une équipe indisciplinée au début de l'année, que ça s'était amélioré. Est-ce qu'hier, dans le match contre le Wild, c'était... les arbitres étaient, en grande forme, disons ça comme ça. Je ne sais pas jusqu'à quel point. Est-ce que c'est une équipe indisciplinée, le Canadien? Oui. Ben oui, les deux équipes l'ont été. Hier, l'indiscipline du Canadien, entre autres, c'est de mettre fin à ses propres supériorités numériques avec des pénalités. Mais cela dit, la punition à Mike Matheson, la double qui mettait fin à... Le Canadien avait un avantage numérique de 4 minutes. C'est de l'obstruction comme circonstancielle. Mm-hmm. J'ai de la misère avec cet appel-là. C'est un anglicisme, ça? Oui. Ouais. J'ai de la misère avec cette Le punition-là. double échec de Caulfield Le double en fin échec de de match, Caulfield, c'est encore plus ridicule. Ouais. Non, donc ça, malheureusement, ça vient un peu fausser la donne. Mais Gallagher, c'était de l'indiscipline pure et simple. Là. Il s'est fait plaisir. Armia, c'était de l'indiscipline aussi. Puis c'est des vétérans, là aussi. C'est pas comme... c'est plus difficile à expliquer, là, pour Martin Saint-Louis, quand on parlait d'imputabilité puis de forcer ses joueurs, particulièrement ses vétérans, à se responsabiliser. Quand ils voient ça, sachant qu'ils ont des avantages numériques et pathétiques en plus... c'est dur à avaler. Puis d'ailleurs, il avait l'air en géritol au début de son point de presse. Il s'est adouci, là, puis après ça, il a parlé un petit peu plus, mais quand ça a commencé, là, j'ai dit, oh, là, Martin, il n'en a pas une bonne. Là. Il disait, c'était un bon match. Ouais, mais ça paraissait pas dans sa face que son équipe avait bien joué. Là. Alors, c'est sûr qu'il y a des sources de frustration. Ça doit vraiment lui taper sur les nerfs, parce que quand on dit contrôle ce que tu peux contrôler, ça en fait vraiment partie. Ouais. Puis pour Saint-Louis, c'est un peu pas inexplicable, mais assurément très frustrant. Puis surtout que l'indiscipline peut toujours être camouflée quand tu as des bonnes unités spéciales. Tu peux passer par-dessus ça puis dire, OK, des fois, à un moment donné, il y a un joueur qui va s'enfarger, mais on peut
on peut effacer ces erreurs-là, mais il n'y a tellement aucune marge de manœuvre en ce moment au sein des unités spéciales du Canadien. Puis c'est vrai aussi pour l'attaque à 5. Il y a, à un moment donné, quand on parle de la fameuse bataille des unités spéciales, comme le disait Jacques Martin, oui. D'une part, tu veux limiter le nombre de buts que tu concèdes, puis le Canadien est rendu 29e en désavantage numérique, mais s'il n'est guère meilleur avec son propre jeu de puissance, ben là, c'est sûr que tu vas finir dans le rouge. Puis je pense que c'est très frustrant pour tout le monde qui suit le Canadien de voir année après année à quel point il n'y a pas de progrès qui se fait à ce niveau-là. Alors, on en revient toujours à la même équation. Est-ce que tu as le bon personnel en place ou est-ce que tu as les bonnes stratégies en place? Mais il y en a un des deux qui, clairement, ne fonctionne pas. Peut-être même les deux. Peut-être même les deux. Peut-être même les deux. Cela dit, moi, j'ai noté dans ce département-là qu'on est un peu plus... Il y a quelques semaines encore, la première unité pouvait être sur la glace généralement jamais en bas de 90 secondes et laissait 30 secondes à la deuxième unité. Je ne sais pas si c'est un concours de circonstances ou non, mais j'ai trouvé qu'on était... C'est plus partagé en ce moment. C'est un peu plus... Ouais. Puis moi, ça m'apparaît comme une clé ou en fait quelque chose de positif. Bien, en fait, il y a plus de... si jamais la première unité n'arrive pas à s'installer, on passe à la deuxième. Donc, je pense que là, en termes quand on parle d'imputabilité, c'en est une. C'est de leur ôter leur petit nanan. Mais entre le jeu de puissance puis le désavantage numérique, j'aime quand même mieux le jeu de puissance en ce moment. Depuis que Nick Suzuki a changé de position rôle, et qu'on le revoit le long de la ligne des buts, de temps en temps, devant le filet. D'ailleurs, il a marqué un but en sautant sur une rondelle libre et avec un revers hier. Je trouve que ça ouvre de nouveaux patrons de jeu, des nouvelles options de passe, et c'est très rafraîchissant. Puis je pense que ils doivent persister dans ce mode-là, peut-être en utilisant davantage Juraj Slafkovský comme tireur, mais je pense qu'il y a des solutions là qui vont éventuellement payer et qui vont favoriser Cole Caulfield. Mais tu fais très bien de le mentionner parce que c'est vrai que les soirs où ça marche moins bien, ou les unités où ils n'arrivent pas à s'installer après une minute, bien là, on passe à la deuxième unité. Puis la deuxième unité a marqué un but récemment. Je pense que c'était Josh Anderson. Oui. Et Barron. Barron a marqué, mais il était avec la première unité. Il avait pris la place de Matheson en prolongation. Mais je pense que ce à quoi je pense que c'est un but de Josh Anderson auquel je pensais. Mais... mais encore là, tu as le manque de munitions. Si t'as pas, sans Dak, sans Newhook, tu n'as pas non plus beaucoup de... Même Harvey Pinard, qui, l'année dernière, faisait le boulot devant le filet. T'sais. Exact. Mais là où ils se sont améliorés, par contre, c'est dans le différentiel entre le nombre de punitions reçues et obtenues. Là, cette année, ils sont kiff-kiff à peu près. Là. En fait, ils ont un différentiel positif de +1. Ils ont un avantage numérique de plus que ce qu'ils en ont donné. Et dans les 2 dernières saisons... J'ai vérifié rapidement, c'était pathétique, c'était vraiment dans les moins avancés. Ils ont terminé 29e et 30e à ce chapitre-là au niveau du différentiel là, entre le nombre de punitions reçues et obtenues dans les 2 dernières saisons, donc plus ou moins depuis que Saint-Louis est là. Alors ça, c'est une nette amélioration au moins. C'est probablement un signe que tu as plus souvent la rondelle, que tu la contrôles plus, puis que tu es plus vaillant, là, disons. C'est plus difficile de te l'enlever, puis on doit t'accrocher à l'occasion ou commettre des impairs. Donc, au moins, il y a ça. Si on veut chercher quelque chose de positif, là, il y a ça. Positif au sens propre et au sens figuré. Voilà. Merci pour ça, Alex. Merci. Écoute, c'est le temps des fêtes après tout, hein, ça fait chaud. Qui est à nos portes, même plus, là, qui est rentré dans la maison. Oui, il y a un pied dans la porte. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Bon, apparemment, parce que je suis toujours pas là, hein, ça se voit et peut-être que ça s'entend un peu. Apparemment que Marc-Antoine fait une face quand il y a le thème de la question du public. Non. Apparemment, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Oui. Fait que là, je suis pas là. Alex, est-ce que Marc-Antoine a fait une face? C'est parce que là, on va être obligé de briser la magie du podcast, mais c'était pas live, là. Ça a été ajouté en post-production, donc j'ai pas vu la face de Marc-Antoine sur le jingle. Ah! Et je ne l'ai pas remarqué autrement. J'ai lu le même commentaire que toi sur Twitter. Okay. Là. Il y avait déjà Martin qui faisait une moyenne face. Oui, mais c'est du théâtre, tout ça. Oui, puis on a vu que tu avais du talent. Ça, c'est toi qui le dis. Mais à chaque semaine.
Ouais. À chaque semaine, le talent de comédien de Mais c'est ça, Marc-Antoine c'est parce que s'épanouit. c'est douloureux quand même. Comme jingle, on va se le dire. Là. Ça fait Certains disent longtemps que c'est notre plus gros succès. On a demandé donc via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport l'année 2023 du CH en un mot. Résumer l'année 2023 du CH en un mot. Alors, sur le book, Lali dit courage. Ah, il y a des trucs inspirants. Courage. Germain dit jeunesse. Karine également. Marc, sur Facebook, progrès. Non, je suis curieux parce que c'était ça l'objectif cette année, qu'il y ait du progrès. Ouais. Est-ce qu'il y a du progrès? Je vous lance ça comme ça. Là. Ben oui. Bon, il y a du progrès. Merci, merci Alex. Absolument. Ben oui. Toujours sur le book, Serge dit espoir, David dit blessure. Ça, c'est vrai que c'est récurrent. Excusez-moi. Jean-Marc dit débonnaire. Alex, c'est pour toi, c'est pour les récipiendaires du lauréat Jules. Jules, comment déjà? Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. J'ai déjà oublié. Jules Fournier. Ouais. Carl dit moribond. Potentiel, selon Jacques. Blessure, ça revient aussi. Ça, c'est Martin sur Facebook. La chaise. La chaise revient. Ça, c'est vrai que c'est un des mots importants qui concerne le CH cette année. Sur Twitter, qu'est-ce qu'on a? D'ailleurs, c'est tough de jouer à la chaise musicale quand tu as plus de chaises que de personnes qui tournent autour des chaises. C'est ça qui arrive en ce moment. Ah, wow! Ça, c'est l'image. C'est une excellente image. Trop de chaises, pas assez de participants. Patience, selon Simon, sur Twitter. Blessure, Gino, sur Twitter. Puis un petit dernier, on va aller sur le Gram. Aïe aïe! Pourquoi pas? Ça, c'est Vince sur Instagram. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir participé. En plus que je suis dans les messages corporatifs, la semaine prochaine, à compter pour l'horaire du temps des fêtes de Tellement Hockey est le suivant. À compter de la semaine prochaine, enfin pour les 2 prochaines semaines, seulement un épisode par semaine. Puis l'épisode de la semaine prochaine qui va être diffusé, Jack, c'est le 25. Hein? Est-ce que c'est ça qui est prévu? Le 25, donc le jour de Noël, c'est notre petit spécial rétrospective de l'année 2023. Toute la gang. Alors, Martin sera là, Marc-Antoine, Alex et moi-même, bien sûr. Sinon, on se retrouve le 5 janvier pour un épisode en mouture normale. Et ensuite, la semaine suivante, on reprendra l'horaire normal, donc à 2 épisodes par semaine. J'ai, juste avant qu'on aille faire un petit tour ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, le thème de la reconstruction était assez populaire dans les médias, dans la presse particulièrement cette semaine. Il y a même 2 confrères qui ont écrit un texte, qui ont écrit le même texte le même jour sur les reconstructions difficiles des sénateurs puis des sabres. Ouais. Puis il y avait toujours un lien à faire avec ce qui se passe à Montréal. Je suis curieux qu'on philosophe un peu là-dessus parce que même avant que Kent Hughes s'amène, c'est un thème récurrent lorsqu'on on essaie de comprendre comment se construit une équipe championne. Il y a bien sûr les exemples des Pingouins, des Blackhawks, où est-ce qu'il y a eu ça? Il y a eu des années difficiles, une accumulation de choix de premier niveau, puis pour enfin construire des équipes qui ont eu du succès. Mais pour cet exemple-là, il y a toujours eu les Oilers d'Edmonton qui ont beau être moins pires qu'ils étaient, n'ont toujours pas, grand-chose à montrer là, pour les années de misère qu'ils ont endurées. Puis, c'est à se demander si les sénateurs, les Sabres, sur quel chemin ils sont. Puis parallèlement à ça, quand on regarde ce qui se passe à Montréal, c'est comme si, avec pourtant du retard là, dans ce qui pourrait être considéré comme le processus de reconstruction, c'est presque comme si le Canadien faisait mieux que les Sabres et les Sénateurs. Puis je me demandais pourquoi. Pourquoi, dans le fond, des équipes comme Buffalo, comme Ottawa ou comme les Oilers il y a quelques années, pourquoi c'est si difficile de repartir la machine une fois que le talent a été accumulé? Il y a quelque chose là. Est-ce qu'il y a quelque chose là de spirituel ou qui appartient à l'invisible ou à l'immatériel? Juste les exemples des Sénateurs ou des Sabres, c'est difficile. Bon, je sais que ça manque de bons gardiens.
Mais est-ce que c'est juste ça? Non, dans le Du cas bon gardien, on dit, je pense. du bon gardien. C'est ça. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de du bon gardien. Ben, c'est deux très bons exemples. Ottawa et Buffalo, effectivement, ça a quelque chose de surnaturel, d'un peu ésotérique. Il y a quelque chose dans l'eau de la ville. Ça fait tellement longtemps que les Sabres sont en reconstruction. En fait, c'est leur deuxième. C'est leur deuxième parce que la première, ils se sont plantés. Ils ont passé 4 entraîneurs en 6 ans. Il y en a qui réclament le départ également de Don Granato aussi. Fait que, on n'en finit plus de tourner en rond. Puis pourtant, je continue de croire que Kevyn Adams a fait les choses de la bonne manière et que c'est une équipe qui est construite de la bonne manière. Alors, ils devraient être plus en avance cette année. Ils auraient dû faire un plus gros bond en avant que ce qu'ils ont fait. Il y a eu des blessures. Ils ont remis leur destin entre les mains d'un gardien qui était peut-être pas prêt à prendre tout de suite tout le travail qui était attendu de lui. Mais envers et contre tout, je pense qu'ils devraient continuer et persister dans cette voie-là parce qu'ils tiennent quelque chose, à mon sens, qui devrait leur apporter du succès à un moment donné. Les Sénateurs sont dans le même aspect ésotérique parce que tout ce qui peut mal aller continue de mal aller. Eux autres, ils ont beaucoup de difficultés à garder la santé au sein de leur brigade défensive. Ils manquent de profondeur. C'est une équipe qui a quand même un certain talent en attaque, mais manque de profondeur en attaque, manque de profondeur en défense également. On arrive rapidement. On parlait tout à l'heure du fait que c'est difficile de créer de l'imputabilité quand, dans le fond, tu peux pas vraiment déplacer tes gars puis les remplacer par d'autres. Mais c'est un problème récurrent du côté des Sénateurs d'Ottawa. Là. Mais il y a beaucoup de talent, là, quand même. Là. Il y a beaucoup de talent. Ouais. Mais est-ce qu'il y a suffisamment de joueurs aussi pour montrer comment gagner? Ben moi, c'est Claude ça, Giroux, là, mais... Ouais, c'est ça. C'est un peu là où j'en venais. Je suis d'accord avec Marc-Antoine. Je pense que Buffalo est vraiment sur la bonne voie. Mais il y a eu la tentative de développer le noyau Eichel, Reinhardt, Rasmus Ristolainen et compagnie. Et tout ce monde-là. C'est comme si... Imaginez, là, 2 secondes, je veux pas te faire peur, Alex, là, mais c'est comme si dans 2-3 ans, pour toutes sortes de raisons, ça marchait pas. Et là, le Canadien se disait, on échange Suzuki, on échange Caden Goulet, Suzuki de 26-27 ans, on échange un Goulet de 24, on échange un Caulfield de 25 parce que ça marche pas, ça lève pas, puis on recommence. C'est ça que les partisans des Sabres ont vécu, là, donc juste... De penser à ça, c'est un peu dramatique. Mais il y a toujours ce danger-là aussi, quand des équipes perdent, qu'ils y soient un peu, peut-être pas immunisés, mais habitués jusqu'à un certain point. Rappelle-toi de Ryan O'Reilly, on a fait bien des farces avec ça à l'époque, là, quand il voulait plus jouer à Buffalo. Où les Sabres disaient, parce que O'Reilly avait exprimé publiquement son inconfort par rapport à la culture de l'équipe, et peu longtemps après, on l'échangeait. Alors on disait, les Sabres, on dit, ah ouais, tu fites pas dans la culture dans notre culture d'équipe perdante. Va gagner. Va gagner ailleurs. C'est un peu ça qui s'est passé. On faisait des blagues avec ça, mais évidemment, c'était un peu monté en épingle, mais ça partait quand même d'une réalité où je pense que ça peut devenir un problème. Puis à Edmonton, c'est certainement ça qui s'est passé. Après ça, chaque année ou chaque contexte est différent. Au début des années 2010, on parlait beaucoup d'un country club. Là, on avait remis les clés de la ville entre les mains des Taylor Hall, Nugent Hopkins au début, Jordan Eberle, Sam Gagné et compagnie qui étaient tout jeunes. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. C'est ça, c'est qu'une équipe, c'est beaucoup plus qu'une accumulation de joueurs talentueux. Il faut que ça soit un collectif. Puis je pense que ça peut devenir plus difficile à créer, ça, quand tu t'es débarrassé de tout le monde au fur et à mesure. Souvent, des gens qui sont dans ton équipe depuis longtemps, qui avaient peut-être un sentiment d'appartenance à la ville, qui avaient noué des liens avec les partisans et tout ça, tu les échanges pour aller chercher des choix, des espoirs, etc. Et, quand tu te débarrasses de tout ça puis que tu repars à zéro, c'est pas toujours les personnalités que tu amènes dans ton vestiaire. Puis tu peux pas savoir qu'est-ce qu'un gars de 18-19 ans va devenir, pas seulement au plan hockey, mais comme quelle personnalité il va développer d'ici la mi-vingtaine. Alors, ça vient avec énormément d'incertitudes, dans le fond, puis c'est pour ça que tu peux pas prédire le succès d'une reconstruction. Puis pour ramener ça aux Canadiens, suite à ton point de départ, Alexandre, c'est que tout le monde s'entend pour dire que le Canadien aurait avantage à trouver un autre
très bon attaquant, un joueur un talent de pointe en attaque, puis qu'à ce titre-là, un autre haut choix de repêchage pourrait l'aider dans cette recherche-là. Sauf qu'il y a un gros souci chez le Canadien, même si on convient du fait que rajouter des bons joueurs, c'est sûr que ça pourrait pas nuire. Il y a un souci chez le Canadien de dire combien de temps encore on peut se dire au moins on a eu un haut choix de repêchage, parce que la défaite va finir par miner l'élan des Suzuki, des Caulfield, des Goulet, etc. Et on veut sortir de ça, puis on veut que le groupe de jeunes joueurs sur lesquels on a misé puissent obtenir des succès, puis se faire envoyer le signal que les efforts qu'ils mettent rapportent à un moment donné, puis que l'équipe s'en va dans la bonne direction. Puis en temps et lieu, que ce soit par le biais du repêchage, d'un échange ou des joueurs autonomes, il y a de l'aide qui va leur être apportée. Mais sauf qu'il faut d'abord et avant tout que leur propre croissance soit la force principale qui va amener l'équipe ailleurs. Parce que si jamais tu continues sans cesse de dire « Ouais, mais plus tard, il y a tel autre joueur qui va arriver », puis que tu fondes tes espoirs sur des gars qui sont pas là, ben ça va démoraliser les gars qui sont là, puis sur lesquels, dans le fond, tu comptes pour vrai pour pouvoir t'améliorer. T'sais. Alors, c'est pour ça que ça devient très, très délicat, parce que nous autres, dans notre salon, on peut très bien dire qu'ils en perdent un maximum, puis ils vont pouvoir repêcher dans les 5 premiers, ils vont aller chercher un autre gars, mais le kid de 18 ans qu'ils vont repêcher, à moins que ce soit Macklin Celebrini, il ne sera pas un joueur d'impact à court terme. Puis si tu attends encore un autre 3-4 ans, bien là, tu arrives à un Suzuki qui approche de la fin de son contrat, qui approche de la fin vingtaine. Tu sais, les cycles, on s'imagine, c'est très, très... Chaque journée peut paraître très longue, mais les années, comme telles, avancent vite. Dans une reconstruction, puis on cligne des yeux, puis tel gars qui était un jeune joueur, bien, stupidement, est devenu un vétéran. Un moins jeune joueur. Ouais. Ouais, puis même un Macklin Celebrini, là, on le voit, là, les gars de 18 ans qui arrivent dans la Ligue puis qui ont un impact immédiatement, c'est extrêmement rare. Là. Alexis Lafrenière commence à devenir un joueur qui a une importance certaine avec les Rangers de New York, qui en est à sa 4e saison. On a parlé de Quentin Byfield quand le Canadien joue contre les Kings. Qui est de la même cuvée. Ouais. Mais pour les joueurs dans un vestiaire là, de la Ligue nationale, les espoirs puis le repêchage, là, ça veut pas dire grand-chose. Allez pas parler de la possibilité de repêcher top 6 à Brendan Gallagher. Là. Il va perdre le reste de ses cheveux. Là, je veux dire, c'est pas... c'est normal. Alors, mais dans ce que disait Marc-Antoine, il y a aussi là un danger. Il faut que ta gang ait des succès assez rapidement, mais à coup, ils ont des succès, mais ils sont pas capables d'aller plus loin. Fait que là, ils se maintiennent dans le peloton du milieu pendant un bout de temps. Donc là, forcément, il n'y a pas nécessairement de dos moulin qui arrive par le repêchage parce que tu recules. Tu peux aussi te retrouver coincé à patauger un peu dans les sables mouvants là. Alors, c'est vraiment... C'est du travail d'orfèvre. Là. Ça ne sera pas facile pour Kent Hughes de d'hisser cette équipe-là vers le haut. Il va vraiment pas falloir qu'il se trompe. Il y a peu de marge de manœuvre. Il y a beaucoup d'espoir, surtout en défense. Il va devoir en échanger. Puis il y a pas le droit à l'erreur, vraiment. Le fait que le Canadien ait autant de bons jeunes défenseurs, puis selon toute vraisemblance, on en parlait tout à l'heure quand on a mentionné donc les noms de Harris, Jack Eyes, Struble, etc. Il y en a plusieurs qui s'affirment comme étant des joueurs de la Ligue nationale. Ça va être un luxe pour Kent Hughes de pouvoir dire « OK, je prends un de ces jeunes défenseurs-là, puis je vais les monnayer pour aller chercher de l'aide ailleurs. » Alors, la banque de jeunes défenseurs... l'espace qu'il va y avoir aussi sur le plafond salarial, parce que la situation du Canadien au plan salarial est quand même assez avantageuse par rapport à celle de d'autres formations. Ça, c'est des éléments sur lesquels tu dois absolument tabler puis tu n'as pas le droit de rater ton coup. C'est ça. Bon, c'est dit. C'est dit. Non, mais c'est ça. Le parallèle, vous l'avez fait. Je n'ai pas eu besoin de m'impliquer. Je pense qu'il y a un souci à Montréal de... préserver une ambiance qui va faire en sorte que on ne sera pas perdu là, la journée où il y aura plus de ressources. Là. Les Kings ont accéléré leur reconstruction, mais avec Doughty puis Kopitar encore extrêmement performants. C'est comme si Carey Price et Shea Weber étaient encore à Montréal et encore performants, puis que là, on reconstruisait vraiment autour de ça. Et ce faisant, ils sont allés chercher d'excellents joueurs comme Kevin Fiala, mais ils ont donné Brock Faber aussi. Pour ceux qui ont vu le match d'hier, là. Ça, c'est le fils de Jean, hein?
Oui, c'est ça. Hein, je la comprends pas. Jean Faber, c'est un chanteur des années 70 et 80. Fallait. Ah? Ouais, c'est ça. C'est Jean Faber. niche, OK. Oui, c'est c'est niché. Mais Gascon, il a fait semblant de comprendre. Oui. Ok, c'est très niché. Ouais. Ouais, Comme- c'est ça. C'était-tu un body genre à Jean Ferrat puis à toute cette gang-là? Non, non, pas du tout. C'était beaucoup plus Canal 10 que ça. Là. Ah, OK. Ouais. OK. Bon, juste un petit... Tudum, tum, tum. Hey, on va clore avec un petit regard à l'extérieur parce que en cette fin d'année, quand on regarde le classement, on voit des équipes qui sont supposées d'être meilleures qu'elles sont, puis qu'elles ne le sont pas tant. Mais je vais commencer avec l'Avalanche du Colorado qui ne fait pas tant honneur à cette description-là, mais qui vient de connaître un mois de décembre particulièrement difficile. Ou enfin, si on prenait juste le mois de décembre, l'Avalanche s'inscrirait dans cette description-là. Mais c'est un mois tellement difficile que, et c'est rare que ça arrive, là, qu'un joueur publiquement, sans nommer personne, là, mais qu'un joueur accuse un peu ses coéquipiers de se traîner les pieds. C'est Devin Taves qui a tenu des propos là, qui allaient en ce sens-là. Et si, comme je l'ai dit, on prend juste le mois de décembre, là, c'est vrai que l'Avalanche ne joue pas à la hauteur de ce qu'on est en droit de s'attendre. Ce que dit Devin Taves, s'il jouait pour le Canadien de Montréal, c'est comme on en serait en train d'en parler depuis 4 jours sans arrêt. On aurait fait un balado spécial dans la foulée. Jacques-Alexis nous aurait appelé, là, les gars, ça nous prend. On rentre en studio on rentre mercredi. en studio là. On rentre en studio live. Taze a dit, il y a des joueurs dans cette équipe-là qui pensent qu'ils jouent bien et ils se racontent des histoires. They're kidding themselves. Alors, c'est quand même... C'est rare qu'on voit des propos comme ceux-là. Il n'y a pas péril dans la demeure au Colorado. Ça va relativement bien. Ils jouent pour 500 depuis le début du mois de décembre, ce qui est largement en deçà de leur standard. 20e pour ce qui est du pourcentage de points dans la Ligue, mais encore une fois, c'est pas une catastrophe. Ça fait tiquer quand même quand un joueur certainement très important dans cette équipe-là tient des propos du genre. D'un autre côté, ça peut être rassurant aussi parce que clairement, on ne semble pas avoir peur de se dire... j'imagine que ce genre de conversations qui ont eu lieu entre eux aussi, là, c'est un vestiaire où on avait l'habitude de se dire les choses dans le blanc des yeux. Là. C'était la réputation. Gabriel Landeskog, qui n'est pas là, présentement, mais a toujours été très franc. Là. C'est la réputation qu'il avait. Et comme journaliste, d'ailleurs, je ne suis pas allé si souvent dans leur vestiaire au Colorado, mais j'adorais ça. C'est vraiment un endroit où tu avais l'impression que tu te faisais pas raconter des histoires. Les gars étaient honnêtes, étaient francs, puis c'était beaucoup implanté de ce que Très accessible. Très accessible. Nathan McKinnon, je connais pas de super vedette de la Ligue Crosby. qui est plus accessible. Oui, mais Crosby, il a quand même toute une armada Parce qu'il est protégé par de relationnistes les PR autour de lui. Pittsburgh. C'est ça. Mais il est extrêmement disponible. Absolument. Oui, il est toujours. Mais sauf que McKinnon n'est même pas protégé. C'est vrai, à ce il n'y niveau-là. a personne qui l'entoure vraiment. Je me rappelle, j'étais arrivé à Edmonton un peu plus tôt pour la tournée dans l'ouest du pays du Canadien. Puis il y avait un match Colorado à Edmonton. Puis de mémoire, il s'était fait rosser là, comme 6-2. Moi, je vais aller voir McKinnon pour lui parler de Drouin. Je pense que c'était la première année de Drouin à Montréal. Ce que j'ai fait, puis c'est ça, il venait de se faire planter à Edmonton. Je suis rentré là sans aucun problème. Lui était disponible. Il était même content de parler d'autre chose que du match, je pense. Mais c'est ça. Alors, il y a toujours eu cette réputation-là dans ce vestiaire-là, beaucoup implanté par Landeskog, qui est encore autour de l'équipe, d'ailleurs, qui devrait recommencer à patiner bientôt, de ce qu'on entend. Mais on verra dans son cas. Mais je trouvais ça intéressant. Est-ce que c'est le genre de propos qui peut définir une saison un peu? Là? Est-ce que ça va... D'ailleurs, ils ont gagné hier de façon assez impressionnante. 4 buts hier étant jeudi soir. 4 buts pour McKinnon. Est-ce que ce sera un petit point tournant de leur saison où ils vont avoir redressé la barque qui tanguait faiblement là, avec quelques vagues? Mais ça m'intéresse. L'Avalanche est encore une excellente formation qui, à mon sens, manque un peu de profondeur pour pouvoir aspirer aux grands honneurs encore. Tu sais, Ross Colton est leur centre de deuxième trio. Est-ce que l'échange de Tomas Tatar prépare un autre coup de Joe Sakic, là? Je les vois mal rester les bras croisés. Là. J'imagine qu'ils vont essayer d'aller chercher du renfort. Oui, peut-être Elias Lindholm, ça pourrait être un bon ajout pour eux. Ouais. Moi, j'ai entendu les propos de Devin Taves et les ai accueillis avec
avec beaucoup de joie. Si je suis l'Avalanche du Colorado, je suis content d'entendre un de mes leaders s'élever comme ça, puis faire valoir la culture qui a été implantée au sein de cette équipe-là. Mm-hmm. C'est une équipe qui a gagné la Coupe Stanley, qui a des hauts standards pour elle-même. Et là, tu as un joueur qui dit, OK, en ce moment, il y a une attitude qui ne respecte pas nos standards. Je n'ai aucun doute que McKinnon et Makar jouent à la hauteur de leur talent. Mikko Rantanen a fait amende honorable en marge de toute l'histoire du père là, quand même, avec le père d'Artturi Lehkonen. Ah oui. Alors, tu sais, ça, c'est Rantanen, il était conscient qu'il ne jouait pas son meilleur hockey, mais honnêtement, si tu as 42 points en 33 matchs puis tu joues pas ton meilleur hockey, ben moi, Mikko, j'aimerais ça jouer ton mauvais hockey. Oui, c'est ça. Hey, juste l'histoire, tu l'as fait. Est-ce qu'on en a parlé ici ou on en a parlé? On en a parlé brièvement. J'ai pas compris, excuse-moi. Il me semble qu'on en a parlé en ondes. Mais c'est ça. Mais juste un petit rappel, il y a eu. C'est ça. C'est parce que Artturi Lehkonen, son père est un analyste en Finlande. Et puis, c'est un gars qui est quand même exubérant, qui est tout le contraire d'Artturi, très vocal. Et puis, donc, il a insinué que Mikko Rantanen ne s'était pas entraîné avec beaucoup d'ardeur l'été dernier, et puis Rantanen l'a pris personnel. Et puis, là... il est bien susceptible. Et finalement, il a dit... En tout cas, en lançant après avoir fini ses 20 croquettes de chez McDo, il a dit « Hey, le père d'Artturi qui se met le nom de ses affaires. » C'est ça. Dans le fond, il dit « Tu craches en l'air, finalement, ça va te retomber dessus. » Mais tu as d'autres joueurs. On connaît Jonathan Drouin, le type d'individu qu'il est. On a tous pensé à lui, là, honnêtement, malheureusement. Jonathan, c'est un gars qui a toujours cru en son talent. Puis les gens qui l'ont vu pendant des années à Montréal se disent, bon, est-ce qu'il donne tout ce qu'il a à donner compte tenu du talent qu'il a? L'équipe est allée chercher Ryan Johansson également, qui est un grand centre qui lui non plus, n'a pas réussi à aller au bout de son talent. Il a une carrière un peu décevante pour tout le potentiel qu'il avait. D'accord. Miles Wood, hérité des Devils du New Jersey, c'est un gars qui avait des... Tu le vois de match en match, tu dis, wow, il est explosif, fonce au filet, etc. Puis il n'a jamais réussi à se faire une place vraiment chez les Devils. Il est en dispute avec eux. Finalement, ils l'ont envoyé à l'Avalanche du Colorado, justement dans les trois cas, dans des efforts d'ajouter à cette profondeur-là que l'équipe avait perdue à la suite du départ de Comfort, de Kadri et les autres. Alors, spontanément, quand j'entends Devin Taves parler du fait qu'il y a des joueurs qui se pensent bons et qui ne le sont pas vraiment, ben moi, je pense à ces trois-là en particulier. Clairement. Mais on le saura pas. On le saura pas. Mais ce sont les suspects usuels. Exact. Je me reconnais là-dedans, moi. Je me pense bon. Bon, et le temps file, les gars. Est-ce que vous avez une équipe qui devrait être bonne, mais qui ne l'est pas tant que ça, préférée? Ben écoute, on a le choix, là. Les Hurricanes de la Caroline piétinent. Les Devils du New Jersey, qui ont perdu Dougie Hamilton peut-être pour le reste de la saison régulière, eux sont un petit peu dans les câbles. Ils ont de la difficulté devant le filet avec Akira Schmidt et puis Vitek Vanecek. Ils cherchent un gardien depuis avant le début de la saison, en fait. Ouais. Oui, absolument. Mais le problème, c'est que Vanecek est sous contrat quand même pour quelques années encore. Fait que tu as beau dire, on va leur échanger Jake Allen. Sûrement qu'il serait content d'avoir Jake Allen comme solution à court terme, mais tu regardes l'année prochaine, qu'est-ce qu'il ferait? Il y aurait encore un gardien de trop, puis ce serait compliqué. Et cette situation-là perdure... prévaut non seulement au New Jersey, mais ailleurs également. Mais c'est sûr que la Caroline puis le New Jersey, pour moi, ça me frappe. C'est deux équipes qui auraient dû être dans le coup. Et c'est des équipes qui, entre autres, là, on parlait tout à l'heure d'équipes qui se sont construites à coup de haut choix hors pêchage. Les Devils du New Jersey, là, c'est une équipe quand même qui, au fil des années, quand tu regardes entre 2017 puis 2022, ont repêché 2 fois premier avec Nico Hischier puis Jack Hughes. Ils ont repêché 2e, Simon Nemec. Ils ont repêché 4e avec Luke Hughes. Et ils ont repêché 7e, Alexander Holtz. Donc, ces gars-là, ça, c'est en l'espace de... 5-6 ans. Ouais. Fait que ça, c'est un noyau qui devrait aider cette équipe-là à gagner. Ils sont mûrs. Et là, combien de temps ça va prendre avant que la foule au New Jersey recommence à scander « Fire Lindy ». Il l'avait fait après un match l'année dernière. C'est ça. Alors, le time is a flat circle. Hein. On revient toujours au point de départ. Inversement, il y a ces équipes qui devaient être pourrites qui performent.
Ben là, en tête de liste, les Flyers, évidemment. Ouais. Mais tu sais, les Islanders puis les Capitals, c'est quand même surprenant. Et ça, tout ça est un corollaire du fait que les Hurricanes et que les Devils ne sont pas au sommet de leur art présentement. Cela dit, c'est pas la catastrophe encore. Là. Les Hurricanes 17-12-4. Ils sont bien positionnés. Ils vont être là. Ils vont probablement réussir à rectifier le tir, jamais je croirais. Le Lightning est quand même intriguant cette année. Hein? On a l'impression qu'il est un peu en train de s'en sortir, mais en même temps, on voit que... L'absence de Vasilevski leur a creusé un trou. Puis là, il faut vraiment qu'ils trouvent leur élan. Il y a un certain ralentissement quand même. Là. Ben, les gars vieillissent. Oui, exact. Même si Kucherov est le meilleur marqueur de la Ligue. C'est ça. Mais là, la situation est certaine de leur capitaine. On avait commencé la saison en parlant de ça avec Steven Stamkos, mais c'est une équipe qui a besoin d'aligner une séquence victorieuse puis de se replacer dans le coup parce que là, pour l'instant, ils vivotent. Là, puis ça n'ira pas... Ça prendrait pas grand-chose pour qu'en l'espace de 2 ans, le Lightning de Tampa Bay se retrouve dans une situation analogue à celle des Penguins de Pittsburgh. Ça, c'est ce qui les guette, je pense. Puis qu'est-ce qui va arriver de Stamkos? Je sais pas, hein? J'ai pas l'impression... À Montréal. Stamkos à Montréal. Qu'est-ce que Steven Stamkos viendrait faire à Montréal? Non, j'ai dit ça pour faire le taquin. Oui, parce que je pense pas que le Canadien n'est pas prêt à gagner. Là. Plus à Toronto, mettons. Oui, parce que dans le fond, c'est des buts de plus dont ils ont besoin. Ben oui, c'est exactement. absolument ce qui leur manque. C'est un sniper sur l'avantage numérique qui leur manque. C'est exactement ça. Très bien, très bien. Bon, c'est assez. C'est assez. Je l'ai dit, je le répète, la semaine prochaine, ce sera notre épisode spécial rétrospective 2023. Ce qui fait en sorte que cet épisode-ci, c'est notre dernier en formule normale de l'année. Merci, les gars. Joyeux Noël, mon vieux. Joyeux Noël. J'espère que pour le spécial de Noël, tu vas être en forme et tu vas avoir terminé ta COVID. Oui, ça serait bien de se retrouver, oui. Oui. Non, mais comme je vous dis, là aussi, ce qui arrive, c'est que dans notre garde-robe, il y a de deux choses l'une. J'ai été hyper précautionneux parce que je teste négatif depuis hier. Mais il faut dire aussi que quand on enregistre dans ce studio qui est le nôtre et qu'on aime et qu'on appelle affectueusement le garde-robe, la raison pour laquelle on l'appelle comme ça, c'est parce qu'on est quand même l'un d'en face de l'autre. C'est ça. Ce qui est très bien pour la camaraderie, mais pour, c'est ça, les moins échanges, pour le partage des bactéries. Voilà, c'est bien dit. Alors, je rappelle, messieurs, que vous êtes nos 2 journalistes affectés aux affaires du Canadien et de la LNH. Marc-Antoine Godin, merci infiniment. Toujours un plaisir. Alexandre Gascon, merci infiniment. C'est bien le fun. Et je vous souhaite également un très, très joyeux Noël. Je vous offrirai mes vœux de la nouvelle année quand on sera rendu. Hein? Oui, tu viendras nous tousser dans la face. Les nerfs, exactement. Un gros merci aussi à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Joyeux Noël, Jacques. Merci, mon vieux. Je m'appelle Alexandre Coupal. Je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux Noël. Puis, on se retrouve en 2024. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.